Merci beaucoup, Karim. Tout le monde m'entend bien? Parfait. Bon, si je déborde, ce qui m'étonnerait, faites-moi signe. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Mohsen Haddad, j'ai fait l'école polytechnique et j'ai été élève de Monsieur Boubacar également sur la partie propriété intellectuelle. Et donc là, ce dont je vais vous parler, c'est un peu un retour d'expérience d'une entreprise, enfin d'une start-up deep tech, dont la genèse part d'un projet de recherche et qui a dans son ADN la recherche, non seulement par ses cofondateurs, mais également par besoin d'existence dans la deep tech. On est obligé d'innover tout le temps. Je ferai quelques références aux éléments qu'a présenté M. Boubacar dans un aspect très pratique et retour d'expérience, je dirais. Donc, je vais partager des slides. Chapitre 1. Alors, tac. Tout le monde voit? Ouais, nickel. Oui, oui. Ça doit être CTRL F5. Voilà. Alors, donc, je m'appelle Mohsen Haddad. Comme je vous le disais, j'ai fait mes études à l'école polytechnique, j'ai continué mes études en France, dans les télécommunications. J'ai travaillé en R&D chez France Télécom, dans les Orange Labs, là où j'ai rencontré mon cofondateur. Et ensuite, petit à petit, en fait, j'ai fait de la R&D. Ensuite, petit à petit, j'ai fait un peu un virement vers la partie commerciale, mais étape par étape, sur des projets de plus en plus gros. Ensuite, sur de la partie vraiment produit. Je vous en parle parce qu'en fait, c'est des choses qui vont revenir sur l'expérience de la startup, sur la notion de produit, de MVP, de comment on a une idée dont on est persuadé de l'intérêt et comment il faut s'adapter au terrain. Et ensuite, ça sera que des exemples, Je vous disais donc que ce Easy Broadcast est une entreprise qui vient de la recherche. Alors, pour l'histoire, on est deux cofondateurs. On s'est rencontrés chez France Télécom début des années 2000. Et on a eu deux parcours parallèles. Mon cofondateur, Soufiane Rubia, a continué dans la R&D en entreprise. Et moi, petit à petit, je suis allé vers la vente. Lors de son expérience, Soufiane a passé une dizaine d'années dans une entreprise qui a en charge la détection de la piraterie et du droit d'auteur. Donc, en fait, il a développé 12 brevets dans ce domaine du monitoring des téléchargements illégaux d'œuvres donc vidéo, audio, etc. C'est la technologie en fait qui est utilisée par la loi Hadopi en France pour détecter les contrevenants, etc. En faisant ce travail-là de détection, il s'est rendu compte, bien sûr, que ces choses-là, cette piraterie venait beaucoup des réseaux peer-to-peer. Là, je vais parler très rapidement d'une partie un peu technique. Donc, sur les réseaux peer-to-peer, c'est là où on a beaucoup de téléchargements illégaux, etc. Et il s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un usage légal et qui apporte des bénéfices à la société de ces réseaux pair à pair. Donc, à ce moment-là, en fait, il y a un intérêt commun avec des labos de recherche et des entreprises. Et donc, un projet européen se crée autour de cette idée qui donne lieu à cette utilisation des réseaux pair à pair dans un aspect bénéfique. S'ensuit un brevet en 2012. Ce brevet, en fait, au-delà d'utiliser le pair à pair, l'avantage qu'il apporte au domaine de la diffusion de vidéos est l'amélioration de la qualité de service. Donc, vous savez, quand vous regardez un match et que vous êtes frustré en streaming et que vous êtes frustré quand quelqu'un tire et que vous ratez le but parce que ça a frisé, que ça a bloqué l'image, ça, c'est des problématiques classiques de streaming qui sont dues aux contraintes des réseaux.
la technologie développée par Soufiane, c'était aller au-delà en exploitant en fait chaque viewer qui devient une source pour ses voisins, limitant ainsi en fait la demande sur la source de la vidéo. En faisant de la sorte, on diminue les coûts d'infrastructure et on améliore la qualité de service. S'ensuit encore un deuxième brevet. Donc là, on parle d'investissement d'à peu près 2 millions d'euros. S'ensuit encore un autre brevet en 2015. Et au final, la boîte où travaillait mon associé, qui était détentrice des brevets, comme en parlait tout à l'heure M. Boubacar, quand vous faites un dépôt de brevet, il y a celui qui détient le brevet, il y a l'inventeur. Mais derrière, en fait, cette entreprise ne souhaitait pas exploiter commercialement ce brevet. Donc, Soufiane se dit, tiens, il est temps de se lancer et de lancer un business autour de ça, puisqu'on est à la jonction, ou en tout cas à l'augmentation d'usage de streaming vidéo avec Netflix et d'autres plateformes, avec YouTube qui existe depuis un moment, mais justement qui avait un peu son existence, je dirais, à démocratiser la vidéo. Et petit à petit, des business models se sont créés autour de la consommation de contenu. À ce moment-là, en fait, l'entreprise ne souhaite pas rentrer dans un autre domaine que celui du monitoring et de la détection de fraude, enfin de téléchargements illégaux. Et donc, Soufiane en parle et justement crée son entreprise avec un accord d'abord de licence pour exploiter son invention. Et en fin d'année 2016, on a fait une levée de fonds d'1 demi-million d'euros qui a servi, entre autres, à racheter complètement la propriété intellectuelle. Et à ce moment-là, donc nous, on a cofondé en janvier 2016. La levée de fonds a nécessité du travail jusqu'en fin 2016. Entre-temps, on commence à essayer de commercialiser une idée brute avec la proposition de valeur de je ne peux que vous apporter des gains sur votre système de diffusion vidéo, vous, chaîne télé, vous, Web TV, etc. On se rend très vite compte que le marché n'est pas assez mature pour une proposition de valeur d'optimisation, puisqu'il faut déjà en avoir fait de la diffusion pour chercher des optimisations. À ce moment-là, on est obligé de réagir à la réalité du terrain en se disant, attends, donc c'est soit on essaie de vendre quelque chose à une quantité de personnes, enfin ou d'entreprises extrêmement limitées, qui sont les grands noms, donc avec beaucoup d'efforts en termes d'investissement en marketing, de développement de la marque, etc. Ou bien on va essayer de capter des marchés où nos concurrents ne sont pas encore présents. Donc on s'est dit, tiens, lançons-nous dans l'intégration horizontale et on va développer des briques pour pouvoir adresser des clients moins matures, c'est-à-dire qui ne font pas encore de streaming ou qui sont en train d'y réfléchir. Donc, on est passé d'un MVP qui avait une proposition de valeur uniquement sur l'amélioration de la qualité et des gains de coûts à une proposition de valeur du clé en main avec la meilleure qualité, bien sûr, possible. Puisque nos clients voient une valeur, en fait, à avoir tout en mode externalisé, géré par Easy Broadcast. Et c'est comme ça, en fait, qu'on commence à développer des marchés comme le marché d'Afrique subsaharienne, comme le marché d'un certain segment de broadcasters en Europe. Je vous en parle parce que finalement, en fait, notre MVP, on avait une certaine stratégie pour faire le go-to-market et on s'est rendu compte qu'il fallait s'ajuster. Donc, on s'est ajusté en pivotant non seulement le business model, mais également la proposition de valeur, etc. Et là, on s'est rendu compte que ça accrochait.
Et du coup, en fait, finalement, cette approche de proposer du bout en bout nous a permis de pousser l'extrême valeur ou le cœur de notre technologie auprès du plus grand nombre d'entreprises. À un moment, en 2017, on commence à avoir de la notoriété et lors de salons professionnels, on est approché par une entreprise qui s'appelle la Société Générale, qui a des bureaux un peu partout dans le monde, 150 000 collaborateurs, et qui en fait a des problématiques de diffusion de vidéos qui ressemblent un peu au monde de la télévision, en disant écoutez, nous, quand on a le PDG qui parle ou des webinaires, parce qu'ils en faisaient entre, je sais pas, des gens de la direction, et qui voulaient le diffuser à l'ensemble des salariés, ils avaient des problèmes de bande passante au niveau des bureaux. Et du coup, ils nous ont demandé si notre technologie n'était pas applicable au streaming d'entreprise. Ça a donné tout de suite lieu à un POC, donc Proof of Concept, qui est un outil de vente. En général, payant ou pas payant, nous, on a une politique de faire nos POC payants, puisque on veut être un peu indépendant des levées de fonds. Donc, effectivement, on en a fait une pour un peu reprendre la propriété, mais derrière, on ne voulait pas systématiquement avoir à aller chercher des fonds à chaque phase de croissance. Ce POC a donné lieu à un brevet, un deuxième brevet, puisqu'en fait, lors du POC, on s'est rendu compte de certaines contraintes de la diffusion et des réseaux d'entreprises, et du coup, ça a donné lieu à un troisième brevet. Ce troisième brevet, heureusement pour nous, finalement, a été directement corrélé à un aspect business, puisqu'il vient d'une demande client ou d'une contrainte. Il était là pour résoudre un problème de client. Et du coup, on a développé ce nouveau secteur, enfin ce nouveau segment de clients qui est le monde de l'entreprise. Donc, tous ces exemples que je vous donne sont très liés à comment transformer une idée dans une approche très pragmatique en produits vendus sur le marché, industrialisés, etc. Ce que je ne vous ai pas dit, donc les clients du broadcast, donc du monde des chaînes de télévision, les clients du monde de l'entreprise, nous ont aussi permis d'industrialiser, puisque quand on est une start-up, on a un produit technique qui fonctionne. Après, l'industrialisation, ça peut être des aspects de robustesse, surtout dans le monde de la diffusion, puisqu'on a beaucoup de personnes qui regardent un contenu. Ça peut être la facilité de mise en place. Donc, la facilité de mise en place, elle passe par la mise en place de process et d'organiser un peu ces opérations dans une start-up. Mais ça passe aussi par des outils à développer autour sur le raccourcissement de la mise en place d'un produit. Puisque quand vous êtes dans un monde compétitif, la mise en place d'un nouveau service, si vous la proposez en un mois alors que le concurrent la propose en 12 mois, vous avez un certain edge par rapport à eux et ça vous permet d'emporter des contrats. Arrive donc 2018 et là on est contacté par une entité qui s'appelle European Institute of Technology, qui est une entité européenne qui a pour objectif de détecter les entreprises, enfin les startups de la deep tech qui vont passer d'un mode startup à un mode scale-up, donc qui ont besoin d'un accompagnement finalement pour démultiplier le produit. Certes, je vous ai dit qu'on avait un MVP en 2016, qu'on l'a ajusté, etc. On commençait à avoir des clients, mais c'était vraiment de façon opportuniste. Et cette collaboration avec EIT nous a permis d'ailleurs par la suite d'un peu industrialiser la vente, l'approche de la vente. Et donc EIT nous contacte, il y a un concours pour sélectionner les meilleures startups qui passent en mode scale-up en Europe, et on est sélectionné parmi les 10 meilleurs européens, ce qui nous a donné beaucoup de visibilité, ce qui nous a aussi donné une force de frappe commerciale, puisqu'en fait, cette entité étant connue en Europe, elle a des relations privilégiées avec les directeurs d'innovation des grandes entreprises européennes.
Donc, ça nous a permis du jour au lendemain de taper un peu partout aux portes des entreprises et des clients potentiels. Bon, je me rends compte que j'ai fait toute la présentation détaillée sur la base d'un seul slide. Alors là, c'est juste un petit slide pour vous montrer un peu pour vous parler un peu du mode de commercialisation. Donc en fait, la recherche et le produit qu'on a fabriqué est à destination de chaînes de télé, par exemple. Les chaînes de télé, il y en a des milliers dans le monde. Si Easy Broadcast devait faire la démarche commerciale en porte-à-porte, ça serait juste dantesque et il faudrait beaucoup d'investissement. Il y a la partie, pour scaler la vente, il y a la partie digitale, sauf qu'en fait, on est dans un domaine où les besoins sont encore tailored et on n'est pas encore un mode d'industrialisation. Ça nécessite beaucoup d'intervention dans la prise de décision chez les clients. Donc, Easy Broadcast ayant un ADN très recherche et développement, on s'est dit que la meilleure manière de commercialiser au vu de la réalité du marché et de la structure de l'entreprise était le développement de partenariats. Donc, les partenariats, on a du partenariat de revente classique, donc une filiale d'Orange, par exemple Globecast, qui est la filiale d'Orange qui vend un certain nombre de services aux chaînes de télévision, était intéressée par étendre son offre produit et son offre de services. Et du coup, on fait ce qu'on appelle du white label avec eux et on fait du grey label. Eux vont revendre notre technologie. En fait, ce type de revente, c'est une entreprise qui a déjà le pied dans la porte de tous les acteurs mondiaux de la diffusion. Et du coup, ça nous raccourcit le temps de mise sur le marché. Certes, le développement de cette collaboration avec Globecast a pris un certain nombre de mois, mais derrière, on exploite un peu la force de vente de cette entreprise et des relations déjà existantes, puisque dans l'acte de vente, on a toute cette partie développement de la marque, discovery du service, créer la relation avec le client, comprendre son contexte spécifique et lui apporter une solution. Donc, grâce à ce type de partenariat, ça nous permet de démultiplier un peu les efforts. Un deuxième type de partenariat qui lui revient en fait sur la partie recherche, c'est de faire du projet commun et du projet de recherche avec d'autres entreprises. Typiquement, on a un sujet de recherche commun avec Thales. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une extension de notre technologie, mais elle se fait en collaboration avec une entreprise qui a des cas pratiques que nous ne connaissions pas avant. Et derrière ce produit, l'idée, c'est que ce soit revendu par l'entreprise partenaire. On a aussi des clients directs. Un petit clin d'œil HTA, en fait, qui est Hasnaoui Télécom Algérie. C'est notre premier client direct en Algérie, pour qui on a développé une appli de streaming. On a Pixagility, en fait, qui est un opérateur de diffusion de la VOD en Afrique et qui est, pour le coup, pas un simple juste revendeur, mais on a une collaboration. En fait, on a développé un produit qui est chez lui, qui est son produit maintenant. Donc là aussi, il y a des accords de licensing qui sont très importants sur le droit d'exploitation des différentes technologies. Je vais vous prendre un dernier exemple pour vous montrer un cas très pratique de l'usage de notre technologie. En fait, ce que vous voyez en haut à droite, c'est le logo de Wow Music. Wow Music, c'est une start-up aussi, qui a un backing derrière très important pour développer un concurrent de Spotify et de Deezer pour l'Afrique subsaharienne, avec, encore une fois, une approche innovante dans l'adaptation au terrain. C'est-à-dire que on sait tous que le paiement par carte bleue est quelque chose de compliqué en Afrique. Du coup, là, l'une des innovations, en tout cas des adaptations, c'est de pouvoir utiliser des vouchers pour acheter sa musique, pour écouter sa musique. C'est des features qui n'existaient pas encore chez Deezer et Spotify, comme la découverte de concerts.
c'est de l'innovation pragmatique de mécanismes de growth hack, où, par exemple, on a des mécanismes de points de fidélité. Ça va permettre à WooMusic, ça a permis à WooMusic de vendre, par exemple, à un Coca-Cola des vouchers en masse pour qu'ils soient intégrés dans les bouchons de bouteilles ou utilisés dans les actes marketing de cet annonceur. Il y a une partie sponsoring d'une partie de l'application, etc. Donc là, on a fait effectivement du travail custom, mais le différenciateur pour nous, pour signer ce business, c'était notre capacité à mettre en place rapidement la technologie. En fait, on avait rencontré WooMusic en décembre 2017. On a signé en 3 semaines et on a déployé le premier MVP pour eux en 5 semaines. C'était leur plus gros critère de choix. Donc, c'est la partie opérationnelle. Ensuite, sur la partie technologique, c'était cette technologie de peer-to-peer qui permet de diffuser de l'audio en Afrique, donc dans une zone où la couverture n'est pas très bonne en termes de data center et de serveurs. Alors, il y a eu un petit bip, il me reste 5 minutes. Pour finir, en fait, j'aimerais vous parler un peu de la continuité de cet esprit de R&D. Donc, nous, on continue à faire de la recherche. Donc, comme je vous disais, on améliore la qualité de diffusion parce que on exploite un peu chaque point comme un relais pour les autres. C'est ce qui est appliqué au monde de la vidéo. En ce moment, on est en train d'étendre cela à d'autres applications. Finalement, en fait, notre technologie va permettre d'exploiter au mieux les ressources inexploitées. Je m'explique. Vous avez un data center, vous voulez faire du compute. Comment vous faites l'allocation de l'usage du CPU? Vous devez faire passer des tuyaux, enfin, le réseau, faire du routage dans le monde. Vous avez besoin de savoir quelle est la qualité de service en passant par le chemin A, le chemin B, le chemin C. Donc, on est en train de se développer, d'étendre un peu l'entreprise vers un domaine qui va au-delà de la vidéo. Et on le fait donc en collaboration de recherche avec des entreprises, avec des universités. Et en fait, la recherche collaborative avec les universités se traduit chez Easy Broadcast par des PhD, en fait, qui sont des salariés d'Easy Broadcast. En ce moment, on encadre 2 PhD qui travaillent dans la partie Big Data et qui nous permettent un peu d'avoir une approche agnostique au domaine. C'est ce qui nous permet justement de collecter de la donnée de tous les points d'infrastructure pour ensuite dire que tel point est disponible pour être utilisé, avec une partie d'anticipation. Pourquoi je parle de big data? Donc, en fait, imaginez des machines partout dans le monde qui vont faire remonter des informations de qualité de service. Ça peut concerner le réseau, ça peut concerner les écritures sur un disque, ça peut concerner, etc., un certain nombre de sujets. Et après, il y a un algorithme de décision intelligent pour dire, tiens, vous pouvez aller à tel ou tel endroit, exploiter la ressource. On est dans un mode plus ou moins réactif. Enfin, on était dans un mode plus ou moins réactif, c'est-à-dire qu'on réagit au changement de la qualité de service. Et là, les 2 thèses que nous avons, c'est faire du proactif, où en fait, on fait un peu de deep learning pour anticiper les évolutions de consommation des ressources. Et encore une fois, on ne le fait pas juste pour la beauté de l'art, on le fait parce que ça apporte de la valeur à notre produit dans le secteur qu'on adresse, mais surtout dans les secteurs qu'on va adresser. Donc voilà tout. Je voulais vous remercier aussi pour tous les projets que vous allez présenter pendant ces 48 heures et les prochaines 48 heures. Je vais laisser la main à Karim. Merci, Marcel. Merci encore une fois.